Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver sur Sen TV. C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine d'information, L'Essentiel. Alors ce soir, c'est un round-up de l'actualité. Pour en parler, nous sommes avec Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC. Bonsoir à vous. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir aux auditeurs et à votre équipe. Merci à vous. Alors nous sommes également avec Monsieur Goufaye de la coalition Yewwi Askan Wi, secrétaire général du mouvement Réaction. Bonsoir à vous. Bonsoir Néné. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu, saluer tous les téléspectateurs de la Sen TV, tous ceux qui me reconnaîtront à travers le petit écran et une salutation particulière pour les Parcellois. Très bien. Alors, je vous le disais, c'est un round-up de l'actualité. On le sait, l'actualité phare aujourd'hui, c'est cette grande coalition de l'opposition qui regroupe notamment des partis et des mouvements qui a d'ailleurs été créé, qui a été lancé officiellement hier. Et on le sait, ligne de mire, ils ont comme ligne de mire les élections du 23 janvier 2022. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette grande coalition de l'opposition ? Écoutez, d'abord, remercier tous les partis et les mouvements qui font partie de cette coalition parce que ça n'a pas été évident quand même. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le contexte est assez difficile. Je veux parler sur le plan politique. Il y a l'avènement de beaucoup de mouvements citoyens, beaucoup de partis politiques et les gens s'intéressent davantage à la politique. Ce qui fait qu'après, chacun essaie de montrer ses ambitions et unir des personnes quand même d'envergure, ce n'était pas évident, mais heureusement que les leaders de l'opposition sont parvenus à le faire et donc nous ne pouvons que les féliciter. Alors oui, vous avez peut-être parvenu à le faire, mais il y a eu quand même des tensions. Enfin, certains partis ou certains mouvements ont quand même vous ont un peu pointé du doigt par rapport justement à cette coalition. Absolument, absolument. Mais bon, en fait, par rapport à la démarche, quand même, il y a certains qui ne sont pas d'accord. Mais moi, je me dis que moi qui ai eu une expérience quand même dans beaucoup de domaines, quand il s'agit de discuter par rapport à des sujets, on ne peut pas convier tout le monde à ce genre de réunions-là. Il faut un comité directeur restreint qui est composé quand même des leaders, même si la notion de leadership est à relativiser. Mais quand même, il faut un nombre restreint de personnes qui vont vers l'essentiel, qui prennent des décisions et puis qui, après, invitent les gens à venir participer. Mais je comprends parfaitement, par exemple, l'inquiétude ou bien la démarche quand quelquefois les gens ne la valident pas. Mais bon, le plus important, c'est de faire un focus sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'avoir un groupe assez solide, assez soudé, qui puisse peut-être renverser la tendance lors des élections locales prochaines. Justement, groupe soudé, on va en reparler pour voir un peu, parce que quand même, on craint encore cette guerre de leadership au sein même de cette coalition. Peut-être vous avez, de par votre expérience, vu beaucoup de coalitions de l'opposition, mais au finish, on a vu ce qui s'est passé par rapport aux élections la dernière fois législatives. Alors, qu'est-ce que vous attendez déjà de cette coalition ? Ce que nous attendons de la coalition et même de l'ensemble de la classe politique, c'est qu'au bout du compte, que notre démocratie soit consolidée. Nous ne sommes pas présentement acteurs du mouvement politique, nous l'avons été du temps de la CONACPO. On a eu à participer à des coalitions qui ont quand même pu poser leur pierre à l'édifice de la démocratie. 20 ans, 30 ans après, c'est ce que nous attendons des nouvelles coalitions qui se constituent. Compte tenu du contexte de troisième millénaire, il est évident qu'aucun parti politique, aucune entité seule ne peut gagner des élections. Donc, les tentatives de coalition sont en fait quelque chose de tout à fait normal. Mais l'essentiel pour nous, citoyens, pour nous, acteurs du monde du travail, partenaires sociaux, j'allais dire, ce que l'on attend, on n'est pas indifférents. Nous ne sommes pas acteurs politiques, mais nous ne sommes pas indifférents de la politique. Ce que nous attendons, c'est que les coalitions, la classe politique, ceux qui iront en compétition, comprennent que le pays n'appartient pas à la classe politique, mais à l'ensemble de la nation, et que chacun a le devoir de consolider notre démocratie.
Alors, si on le comprend comme ça, il n'y aura pas de guerre de position, mais est-ce que vous pensez, vous pensez que justement ces politiques vont adopter tout cela? Parce qu'on a vu ce qui se passe, ils ont signé cette charte, mais est-ce que vous pensez qu'ils vont l'appliquer? Écoutez, le combat politique, c'est aussi le rapport de force, c'est aussi la compétition, cela se comprend. Mais l'essentiel, c'est que chacun se fixe des limites à ne pas dépasser pour que notre démocratie soit sauve, mais pour qu'elle soit consolidée. C'est l'essentiel et c'est ce que nous attendons de la classe politique. Mais les luttes, les rapports de force, c'est inévitable dans le champ politique. Et on le comprend bien. Très bien. Alors justement, par rapport à la charte, on a dit ici que pour les élections locales, il faut présenter une liste unique dans chaque commune. Alors, est-ce que ça ne va pas être difficile? Est-ce que ça ne va pas réveiller autre chose aujourd'hui? Oui, j'avoue que rien ne peut être facile. Hein. Rien ne peut être facile parce que même moi qui ai eu l'occasion de participer à des élections locales en 2014, je sais que même si j'étais candidat indépendant à l'époque, ce n'était pas évident même de constituer des listes. Donc, si on parle d'entités différentes qui veulent former une même coalition, il y aura naturellement des guerres de positionnement, des guerres de leadership. Mais ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Chacun a ses ambitions. Mais je pense que le plus important, c'est aussi comprendre qu'aujourd'hui, ce qui nous importe à tous, c'est le Sénégal. Donc après, il faudra faire des concessions par-ci, par-là. Mais je pense que comme on est parvenu à dépasser ce stade-là, on pourra trouver des solutions dans chaque localité et tenir compte des réalités au niveau local. Qu'est-ce qui se passera si deux candidats se disputent la mairie de Dakar, par exemple? Non, je ne pense pas que ce cas de figure puisse se poser. Parce que les gens sont assez responsables et assez matures et qu'ils comprennent que le plus important... Parce qu'on a vu quand même beaucoup de personnes qui sont dans cette coalition ont voulu quand même se positionner par rapport à la mairie de Dakar. C'est compréhensible, c'est compréhensible. On est dans le jeu politique. Mais je pense que les gens qui composent la coalition sont assez responsables et assez matures et comprennent véritablement... Pour taire leurs ambitions, vous pensez? Absolument. En fait, on ne peut pas reprocher à une personne d'être ambitieuse quand même. Mais néanmoins, il y a la réalité du terrain qui va nous imposer le comportement. Et si on se dit qu'aujourd'hui, c'est le Sénégal qui demande à ses véritables fils de taire leurs ambitions personnelles et de mettre au-devant l'intérêt supérieur de la nation, je pense que chacun pourra faire des concessions et on pourra trouver une solution pour l'intérêt supérieur de la nation. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et même par rapport à ça, il y a eu quand même des sous-entendus peut-être par rapport au logo. Comment ça se passe? Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on va revoir un peu le logo, les couleurs, tout ça? Parce que ça regroupe quand même énormément de partis ou de mouvements de l'opposition. Absolument. Moi qui suis en train de vous parler, je n'ai pas été associé au choix des couleurs et des logos, mais j'estime que ce n'est pas aussi important. Moi, je pense que quelquefois sur la forme, on peut ne pas être d'accord, mais sur le fond, tout le monde est d'accord qu'il faut que les gens qui se disent de l'opposition et qui aspirent au changement se mettent autour de quelque chose. Et le socle est là. Et moi, personnellement, comme beaucoup de personnes, j'ai été mis devant le fait accompli par rapport au nom de la coalition et aux couleurs. Mais bon, j'estime que j'ai outrepassé, j'ai outrepassé cette mesure-là. Et puis je me dis que le plus important, c'est de participer à la coalition et de montrer aux Parcellois que vous avez un digne fils qui est capable de comprendre les enjeux du monde actuel et les enjeux de la gouvernance locale et de leur faire comprendre qu'aujourd'hui la jeunesse a son rôle à jouer. Très bien. Alors, on a vu Abdourahmane Diouf soutenir justement que cette coalition, même si l'opposition va gagner les mairies ou encore l'élection législative, mais ça ne va pas changer le cours de la vie, ça ne va pas changer aujourd'hui la cherté de la vie. Alors, quel impact cette coalition aura-t-elle par rapport justement à ce que nous vivons actuellement? Vous savez, je pense que tous les acteurs, chacun doit jouer le rôle qui est le sien. Il est important quand même de se battre pour gagner des localités. Ça, c'est important pour tout parti politique. Donc, le combat des locales, je pense que c'est important. C'est important. C'est important. C'est ce qui pense que ça ne change pas le cours des choses. Ils ont peut-être raison, mais moi, je pense que dans le combat politique, gagner des locales est un signe extrêmement important en perspective de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle est décisive.
les législatives aussi. Mais les locales constituent quand même un baromètre assez important qu'il faut gagner, à mon avis. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut retenir des enjeux de cette élection, de ces élections locales et départementales? Les enjeux pour nous sont faussés au départ parce que la classe politique s'est arrangée pratiquement pour disqualifier les candidatures indépendantes. Or, dans une élection locale, les candidatures indépendantes sont extrêmement importantes parce que c'est l'élection de proximité. C'est l'élection où le citoyen choisit en quelque sorte celui qui doit le gouverner dans sa localité. Celui qui est appelé à changer, à contribuer au changement, fortement d'ailleurs, à contribuer au changement de sa localité, de sa souscription. Donc je pense qu'il fallait être beaucoup plus ouvert, faciliter, favoriser même la participation des candidatures importantes. Ceux-là qui n'ont pas les moyens d'avoir oui, des partis. Les partis ont des possibilités de financement, les partis ont leurs propres possibilités, mais les candidatures importantes n'ont pas ces possibilités. Les ASC, d'autres acteurs qui sont proches des populations auraient dû quand même participer et on aurait dû leur faciliter leur participation. Ça n'a pas été le cas. On a vu que la caution qui a été fixée pour des élections locales, je pense que c'est excessif et que d'avance les candidatures indépendantes sont disqualifiées. Alors on parle d'une caution de 15 millions de francs CFA. Est-ce que vous pensez également que c'est trop élevé pour ces élections? J'estime que cette caution est démesurée, plus qu'élevée. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu l'occasion de participer aux élections locales de 2014, il n'y avait pas de caution. Et naturellement, il n'y avait pas de candidature indépendante parce que c'est lors du référendum qu'on a eu l'occasion, nous, en tant que candidats indépendants, de participer sans pouvoir être en mesure d'emprunter d'être obligé d'emprunter un récépissé de parti politique. Parce que c'est ce que j'ai eu à faire en 2014. Ils ont remplacé cette difficulté par une autre difficulté qui est la somme de 15 millions qui est énorme. Parce que moi, je me dis que c'est un devoir, une obligation en tant que citoyen, si on a envie de voter, de faire son devoir citoyen. Si on a envie de participer à des élections, rien ne doit nous empêcher de le faire. Aucune contrainte. Mais malheureusement, c'est une contrainte majeure. Et moi, je pense que c'est bien calculé. Hein, parce qu'aujourd'hui, la tendance, ce qu'elle dit, c'est que la coalition au pouvoir, il y a beaucoup de dissidence au sein de cette coalition-là. Donc, peut-être qu'ils ont pensé que s'ils mettent une caution de 15 millions, les gens, peut-être qui n'ont pas les moyens de participer, ne pourront pas le faire. Et ça devient de facto une élection de riches, ce qui est déplorable. D'accord, une élection de riches déplorable. En parlant de riches, sans transition, on va parler de l'autre actualité, c'est la hausse des denrées de première nécessité. Alors, chose qui est difficile quand même pour les populations. Comment vous analysez tout cela? Difficile, d'autant plus qu'il n'y a pas que la hausse comme difficulté que les travailleurs, le monde du travail et les populations vivent en général. Il faut analyser la situation actuelle sur plusieurs angles. Il y a la pandémie, la crise sanitaire qui affecte fortement le monde du travail et l'économie. L'économie est ralentie dans tous les secteurs à cause de cette pandémie. Les travailleurs ont subi beaucoup de dommages, des licenciements, des chômages techniques. À cela s'ajoute des réductions de salaire. Des réductions de salaire, c'est le chômage technique en quelque sorte et le licenciement. En plus de ça, il y a des violations qui ne s'expliquent pas dans la même période. Des violations des libertés syndicales. Si vous prenez le cas de secteurs comme l'administration, il était rare de voir ce type de violations auxquelles nous assistons actuellement dans des établissements publics de l'audiovisuel en général.
tous les établissements publics de l'audiovisuel sont en train de vivre des difficultés dues aux violations des droits des travailleurs et des syndicats. Au niveau de l'APS, on a vu le secrétaire général du SYNPICS suspendu de son salaire et de ses fonctions pendant plus de 8 mois, bientôt 1 an. On a vu des cadres de la junte féminine, ce qui est rare, parce que le taux de la parité n'est pas encore atteint, qui sont licenciés, et nous jugeons que ces licenciements ne sont pas des licenciements régulièrement appliqués. Il y a également au niveau de la RTS, avec tout ce que vous entendez tout récemment, sur des incursions dans l'activité syndicale, sur des affectations jugées arbitraires, sur toute forme de répression. Avant cela, il y avait aussi Au Soleil. Maintenant, Au Soleil, disons que ça se tasse un peu, mais il y a toujours des difficultés. C'est la raison pour laquelle nous pensons que il est grand temps quand même que le climat social redevienne à la normale. Et ceci, tout le monde doit jouer son jeu. En plus de ça, il y a les inondations qui frappent les populations. À cela s'ajoute le coût de la vie qui grimpe. Donc, nous sommes arrivés à un moment où il y a d'énormes difficultés. Et nous constatons que l'État a convoqué le Conseil national de la consommation il y a 2 jours, en mettant une croix sur les organisations syndicales. Aucune organisation syndicale n'a participé au Conseil national. Vous jugez anormal? Mais c'est tout à fait anormal. Voyez-vous, le panier de la ménagère, le coût de la vie est partie intégrante de notre mission de syndicaliste. C'est au centre de notre combat. À l'époque, je me rappelle, on avait porté ce combat du temps de Hadjibou Soumaré quand il était Premier ministre, au point d'envisager de mettre en place des centrales d'achat sur le plan national pour que les efforts que les gouvernements font. Parce qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas persuadé que les efforts qui sont faits par l'État en supprimant des taxes, je ne suis pas persuadé que ça aura l'effet escompté. Ma conviction est qu'on ne peut pas subventionner la consommation, mais il faut subventionner la production. C'est la production qu'il faut subventionner. Les paysans, les riziers, il faut voir dans quelle mesure on peut faire en sorte que la production soit abondante, mais aussi à bon coût. C'est ça qui se fait sentir au niveau de la consommation. Vous vous battez pour un retour peut-être à la normale, mais est-ce que vous avez l'impression quand même que l'État ne vous entend pas, ou aujourd'hui c'est un problème de manque de volonté politique? Moi je pense que beaucoup font des confusions de rôle. Parce que le mouvement revendicatif a tellement éclaté aujourd'hui que les gens n'arrivent plus à se retrouver. Aujourd'hui, il y a d'autres types de porteurs de la revendication. Nous n'avons rien contre eux. Les consomméristes, les droits de l'homiste, les types d'ONG qui sortent, ce qu'on appelle en général la société civile. Ils portent une partie de la mission des organisations syndicales. Donc, il faudrait qu'on s'entende, mais que l'État ne perde pas de vue qu'il faut tenir en compte les préoccupations de cette nouvelle classe de porteurs de la revendication, mais la classe orthodoxe qui était là, qui étaient les organisations syndicales, sont toujours là. Aujourd'hui, nous avons signé un pacte. Oui. Il y a de cela 5 ans, 6 ans. Dans ce pacte, il y avait des engagements qui avaient été pris. Il y avait des attentes. Parmi les engagements, nous nous étions tous engagés, l'État, les travailleurs et les employeurs, à privilégier la discussion, la négociation, pour trouver des solutions aux problèmes, à la demande sociale. Aujourd'hui, nous constatons que ces engagements sont en train d'être rompus et que la classe syndicale est aujourd'hui libre de s'organiser pour se faire entendre dans la rue, ce qu'on a toujours évité. Pourquoi? Parce que nous avons adressé des correspondances, la synthèse force du changement en particulier, au chef de l'État pour que le débat soit ouvert sur toutes ces questions, mais jusqu'ici, nous n'avons pas de réaction. Alors, vous n'avez pas de réaction. D'une autre part, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de l'État du Sénégal? Parce qu'on parle des inondations, on parle de l'immigration, on parle de la hausse des denrées de première nécessité. Qu'est-ce qu'on attend concrètement de l'État?
Moi, je vais aborder la question sous l'angle économique, si vous me le permettez, parce que j'ai une formation d'économiste. Moi, je me dis qu'effectivement, durant ces 2 dernières années, nous avons subi, comme tous les pays du monde d'ailleurs, la pandémie de Covid-19, ce qui s'est répercuté effectivement sur le marché local, sur le marché international. La production mondiale a quasiment diminué. Mais comme nous avons un pays qui importe beaucoup plus qu'il exporte, naturellement, notre solde de la balance commerciale étant déficitaire, le coût de revient des denrées de première nécessité et de n'importe quel prix que nos commerçants vont acheter ailleurs, ils l'achètent à beaucoup plus cher. Parce qu'une denrée qui se fait rare coûte plus cher, ici et ailleurs. Ce qui fait que le coût de revient, le coût d'achat à l'étranger leur coûte beaucoup plus cher. Si vous rajoutez du transport et des droits de douane, le coût de revient sur le marché, naturellement, augmente. Et ce qui fait qu'il y a une augmentation généralisée du niveau des prix, ce qu'on appelle inflation en économie. Maintenant, comment résoudre cette inflation-là? L'État a plusieurs moyens de le faire. Ça aurait été une inflation due à une présence colossale de masse monétaire sur le marché. L'État pourrait utiliser la politique monétaire. Mais dans ce cas de figure-là, c'est ce que